à tous. Merci d'être présents, parce que la transition écologique, c'est loin d'être au cœur de vos activités quotidiennes et de vos métiers. Très très loin, surtout après la période qu'on vient de voir s'écouler. Et donc il est important à la fois d'être sensibilisé, d'être fer de lance dans son établissement, et aussi de comprendre des solutions concrètes pour accompagner ces enjeux de transition écologique. On a choisi de sous-titrer en fait cette journée de la manière suivante: une seule santé, un seul territoire. Et on va interagir pendant une quinzaine de minutes sur un sujet très concret, qui est celui de la réduction du gaspillage alimentaire et des déchets. Je parle bien de réduction, je ne parle pas de valorisation. Donc on confond parfois en établissement de santé et ailleurs en restauration collective le fait de faire du compost avec la réduction du gaspillage alimentaire. Ce n'est pas le cas. On est sur des enjeux considérables de réduction des volumes de gaspillage alimentaire, de biodéchets. Le biodéchet, ce n'est pas le déchet bio, c'est le déchet organique. Et évidemment de ce qui accompagne les denrées et les déchets alimentaires, les emballages, les cartons, les plastiques, et notamment les plastiques à usage unique. Alors, est-ce que j'ai bien compris? Voilà, alors je vais vous dire d'où je parle. Comme expert engagé depuis plus de 10 ans sur ces sujets, quand j'ai créé Ecosphère en 2012, qui est l'entreprise pionnière en professionnalisation des méthodes et programmes de réduction du gaspillage et des déchets pour les acteurs professionnels, j'ai été rapporteur du comité de pilotage du premier pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire auprès de Guillaume Garot, à l'époque ministre de l'agroalimentaire, parce que je venais de créer une entreprise de l'économie sociale et solidaire innovante sur ces sujets. Dans notre région où j'interviens depuis plus de 4 ans sur le challenge des déchets, je suis aussi le référent transition écologique et économie circulaire de la Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et puis c'est aussi à Ecosphère que le Conseil régional a confié il y a 2 ans la mission de structurer son plan d'action de lutte contre le gaspillage et les pertes alimentaires. Donc c'est un expert engagé qui vous parle, et avec mon équipe, on a sur ces sujets de réduction du gaspillage et des déchets, dont j'exclus les DASRI, bien entendu, dans notre périmètre d'application en établissement de santé, on a 2 objectifs. C'est celui d'accélérer la démarche de réduction du gaspillage et des déchets et d'autonomiser les équipes et les établissements, et en termes de process et en termes de culture sur ces enjeux de transition écologique qui sont particulièrement importants. Sans redire ce qui a pu être abordé précédemment par les 2 précédents intervenants, je vais revenir sur des enjeux qui sont considérables sur les démarches de réduction du gaspillage alimentaire et des déchets, donc encore une fois biodéchets, contenants, emballages et plastique, des enjeux qui sont évidemment mondiaux et qui sont connectés à au moins 4 des objectifs de développement durable. Le numéro 3, santé et bien-être, le numéro 11, ville, consommation durable, le numéro 12, production, les mesures climatiques, on verra pourquoi très rapidement, et puis bien entendu l'enjeu de coopération sur les territoires, l'enjeu numéro 17, l'objectif numéro 17, qui est la clé pour les Nations Unies de la réalisation des 16 précédents objectifs de développement durable. Enjeu européen, puisque les instances européennes ont fixé comme objectif 2025 puis 2030 pour la réduction de 50% des déchets alimentaires et non alimentaires produits sur le sol européen. Et puis évidemment, au niveau européen comme au niveau mondial, le plan climat est impacté par ces démarches de réduction du gaspillage alimentaire notamment, puisqu'il est, après la Chine et les États-Unis, le 3e responsable de l'émission de gaz à effet de serre au niveau mondial. Je pourrais détailler pourquoi lors d'une question si vous le souhaitez. Enjeux nationaux, c'est à la fois une démarche qui a été initiée en 2012, cette politique publique dite de lutte contre le gaspillage alimentaire par Guillaume Garot, qui ensuite s'est étendue en législation, en réglementation à de nombreux secteurs d'activité, à commencer par la grande distribution, et puis à la restauration collective publique et privée depuis le 2019 avec la loi Egalim. Donc un enjeu sur le gaspillage alimentaire, un enjeu sur l'économie circulaire, avec la feuille de route de l'économie circulaire du gouvernement. Et là aussi, les solutions d'économie circulaire, qui sont des solutions en général pas seulement de préservation des ressources, mais de transformation des déchets des uns en ressources pour d'autres, ne sont pas les mêmes, les solutions sur tous les territoires. Le schéma qui a été intéressant présenté sur Clermont-Ferrand ne serait pas applicable en région Sud pour diverses raisons aujourd'hui. Donc enjeux nationaux et puis enjeux régionaux. Il y a au moins 2 plans,
voire 3 aujourd'hui, d'actions de la région, et 4 avec le plan ARS région auquel se rattache cet enjeu de réduction du gaspillage et des déchets. C'est le PRPGD, donc le plan régional de prévention et de gestion des déchets. La région a été en avance, ça a été le deuxième plan voté dans notre région parmi toutes les régions de France. C'est une compétence dite de la loi NOTRe qui incombe aux régions. Le plan climat, en région sud, on en est au deuxième plan climat. Le premier s'appelait une COP d'avance, le deuxième a été présenté et voté en avril de 2021, donc un plan climat qui est très important dans notre région. Et puis le plan et les démarches zéro plastique, et puis bien entendu le plan ARS région, en soulignant d'ailleurs qu'il y a d'autres régions, comme la région capitale, qui, dans leur plan ARS région, ne comprennent quasiment aucune ligne ayant trait à des démarches de développement durable en santé. Alors, des enjeux évidemment de transformation des organisations, c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des organisations, qui fait le pendant de la RSE pour les entreprises, sur ces enjeux de transition écologique, et notamment sous l'enjeu clé de réduction du gaspillage et des déchets, et puis des économies réalisables sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard dans ma présentation. En tout cas, il est extrêmement important de considérer que vos établissements de santé sont connectés à tous ces enjeux d'intérêt régionaux. Un législateur particulièrement proactif sur ces sujets de réduction du gaspillage et des déchets. Je vais compléter ce qui a été dit auparavant. Donc, cette politique publique de lutte contre le gaspillage alimentaire, elle émerge en décembre 2012. Elle se concrétise par la signature d'un premier pacte national dit de lutte contre le gaspillage alimentaire, celui dont j'ai été le rapporteur du comité de pilotage, et on en est aujourd'hui au 4e plan. Le 4e plan de lutte contre le gaspillage alimentaire a été initié en 2021. Il y a eu la loi Garot, dont le principe clé concerne aujourd'hui la restauration collective. Le principe clé de la loi Garot, qui s'appliquait aux hypermarchés de plus de 400 mètres carrés, c'est un principe d'interdiction de dégrader de la nourriture propre à la consommation humaine. Et donc c'est valable aujourd'hui pour les grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés, pour l'industrie agroalimentaire, pour la restauration collective privée et publique. C'est pas encore valable, par exemple, dans le secteur événementiel, mais ça vous concerne. Ça concerne tous les établissements de restauration collective, scolaire, santé, administratifs, publics et privés. À ne pas confondre avec une obligation de donner les produits non consommés à des associations de solidarité. Ça, c'est une clause tout à fait différente qui concerne aussi la restauration collective. Il n'y a pas d'obligation de donner, il y a simplement, pour les cuisines centrales et les dispositifs qui produisent plus de 3000 repas par jour, l'obligation d'avoir une convention de dons signée avec une association de solidarité. Donc c'est une sorte de dispositif prêt à l'emploi incitatif, mais il n'y a pas d'obligation de donner les produits non consommés. Loi AGEC, donc loi Egalim, pardonnez-moi, on en a parlé, qui impacte la restauration collective sur au moins 2 sujets, les obligations de démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, donc de diagnostic notamment. Il n'y a pas de méthode qui est imposée, mais il y a une obligation d'avoir une démarche et de la formaliser. Et puis, l'amélioration de la qualité de l'alimentation avec les 50% de produits sous signe de qualité, dont 20% de bio. Et alors, cette obligation, elle est à mettre en œuvre dès le 1er janvier 2022. La loi de transition écologique et pour une croissance verte qui impacte notamment l'obligation de tri de valorisation des déchets. Alors cette loi, elle est applicable en établissement de santé, elle connaît de nombreuses dérogations en établissement de santé. Alors bon, c'est comme ça peut se comprendre par les missions primordiales que sont celles des établissements de santé. Pour au moins, on est en situation dérogatoire. Si les sanctions étaient prononcées, elles conduiraient à de nombreuses contraventions qui impacteraient certainement nos impôts et la dégradation du budget des établissements de santé. Mais il est temps de s'y mettre progressivement. Alors, il y a aujourd'hui une quinzaine de mesures qui impactent la restauration collective en établissement de santé, y compris les contenants et les emballages. Elles sont en cours d'application, certaines jusqu'à 2024. Si vous souhaitiez une note de synthèse, on la transmettrait bien volontiers. Je ne reviens pas sur la loi Egalim, sauf sur ses objectifs, dont l'un est important. C'est la force de frappe en fait, de la restauration collective, notamment hospitalière. Pourquoi ? Parce que ce sont des achats qui sont constants, à la différence de la restauration collective scolaire. Et donc, il y a une capacité d'entraînement des filières agricoles, d'élevage et de pêche sur les territoires qui est fondamentale. Et donc, les économies qu'on peut dégager grâce à la lutte contre le gaspillage alimentaire, je vais y venir en vous montrant des extrapolations sur des expériences, des retours d'expérience. Les économies qu'on peut réaliser sur la réduction du gaspillage alimentaire par l'adéquation entre l'approvisionnement et le besoin réel,
qu'on peut réaliser sur la collecte et traitement des déchets, même si ce sont des budgets qui sont différents, qu'on peut réaliser également sur la réduction des contenants, des emballages et des plastiques. Ces économies, si on les flèche vers l'amélioration de la qualité de l'alimentation, on les flèche aussi vers le développement de filières locales, de proximité, de qualité. Et donc, c'est extrêmement important d'intégrer en fait cette capacité, cette force de frappe de la restauration collective hospitalière sur les projets alimentaires territoriaux. La restauration collective, elle produit du gaspillage alimentaire à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau des cuisines centrales, des plats de service, des restes d'assiettes. Et donc, c'est ça qu'il est important de mesurer quand on fait des diagnostics. Je vais passer très rapidement sur ces slides de l'ADEME que vous pouvez retrouver, mais qui sont aujourd'hui obsolètes, dans la mesure où les dernières stats intéressantes de l'ADEME relèvent de diagnostics de niveau 1 qui ne sont pas très intéressants pour préciser le gaspillage alimentaire, et d'avant la loi Egalim. Là, vous avez un autre exemple. Pour une maison de retraite de 30 résidents, 3 tonnes de gaspillage alimentaire par an environ, un coût moyen de 19 000 €. Mais je vais aller assez rapidement sur des exemples beaucoup plus précis, en vous indiquant quand même que vous avez pour vos démarches de transition écologique un appui qui est la norme ISO 9004. Allez la voir ou regardez la slide quand elle vous sera transmise. Voilà. Alors, quelques résultats de nos expérimentations en restauration collective hospitalière qui remontent à 2017. À l'époque, on avait expérimenté une démarche de ce type-là auprès de la Pitié à Paris et de l'hôpital Cochin. C'était un projet lauréat du Plan national d'alimentation soutenu par le ministère de l'Agriculture. Alors, je vous donne quelques exemples là, je vous en donnerai 3 très rapidement, sur un groupe de 5 EHPAD d'un conseil départemental. Un programme d'action de lutte contre le gaspillage alimentaire qui passe par un diagnostic complet, un plan d'action correctif prioritaire, un deuxième diagnostic et évidemment une adhésion des équipes, ce qui est fondamental. Je faisais allusion tout à l'heure au fait que ce n'est jamais au cœur de vos métiers, y compris au cœur des métiers des agents de restauration collective et des clans. Bien entendu, l'adhésion des équipes à la définition d'un plan d'action collective et à son application est fondamentale pour parvenir à des résultats comme cela de 55% de volume gaspillé en moins grâce à une campagne d'environ 1 an d'application d'un plan d'action collective. Sur un centre hospitalier, vous le voyez ici, notamment sur les restes de plats de service ou sur les restes d'assiettes, des diminutions considérables grâce à un plan d'action correctif prioritaire et à l'adhésion des équipes, de 190 kg à 71 kg pour les restes de plats de service et de 44 kg à 12 kg. Donc des économies qui sont considérables sur les volumes et évidemment financières. Là, vous voyez en fait une extrapolation du coût du gaspillage et des déchets alimentaires générés par un groupe de 16 établissements en restauration collective, avec une possibilité, en fait, avec un plan d'action collective bien appliqué, de générer plus de 2 300 000 € d'économies sur l'achat. Évidemment, on a une méthodologie qui permet d'être extrêmement précise sur nos calculs et nos extrapolations. Je vais vous donner un exemple de cette précision, c'est que dans la plupart des méthodologies aujourd'hui de diagnostic du gaspillage alimentaire au niveau national, y compris préconisées par l'ADEME, en fait, on comptabilise le déchet alimentaire non reconsommable dans le calcul du gaspillage alimentaire. C'est une erreur. L'os, l'épluchure, le gras, aujourd'hui ne sont pas des déchets alimentaires qui relèvent du gaspillage eu égard à la définition normée du gaspillage alimentaire, c'est-à-dire toute nourriture destinée à la consommation humaine qui est dégradée, jetée et qui donc n'est pas consommée. Donc là, vous voyez des éléments d'extrapolation qui sont particulièrement significatifs sur l'alimentaire, mais aussi sur les volumes de contenants et d'emballage, 40 000 € par an, plusieurs tonnes, 11 tonnes de déchets sur ces établissements. Et alors là, je vais terminer sur cette slide, et notamment sur le dernier point. Réduire le gaspillage alimentaire, c'est effectivement une source d'économie financière pour financer l'amélioration de la qualité de l'alimentation, eu égard à une mise en conformité avec la loi Egalim, eu égard aussi à une stratégie volontariste de faire de plus en plus de l'alimentation en établissement de santé un élément du soin et du rétablissement des patients. Mais il y a des gros enjeux là, en fait, parce qu'en fait, les 50% de produits sous signe de qualité, c'est applicable à un volume global d'achat d'une cuisine centrale, qui peut elle-même délivrer à plusieurs établissements. Et donc, il y a une réflexion qui est très structurante à mener en mode projet interservice. Est-ce que les économies qu'on va réaliser, quand on peut les extrapoler, elles vont permettre de financer à 30, 50, 70% le surcoût de l'application de la loi Egalim? Est-ce qu'elles vont financer ces économies
une partie du déficit de l'établissement de santé? Est-ce qu'elles vont financer du matériel médicamenteux, du matériel ou des médicaments ou pas? Donc il y a une réflexion de ce type-là à avoir. Il ne s'agit pas que la projection en fait, des économies réalisées vienne diminuer le budget de restauration de l'établissement. Ça, c'est un premier élément de réflexion. Deuxième élément de réflexion, il y a des budgets qui sont en train de se former ou qui pourraient se former en augmentant la part, effectivement, à 50% des produits sous signe de qualité, mais en dégradant aussi la qualité des 50% qui ne sont pas sous le coup de l'obligation. Voilà un autre biais en fait, de cette approche-là. Sur des budgets globaux qui sont votés sur certains établissements ou certaines communes, il peut y aussi y avoir la tentation en fait, d'améliorer la qualité de l'alimentation d'une cuisine centrale destinée à la restauration scolaire et non pas à des résidences autonomie, des EHPAD ou des établissements de santé. Donc, ces projections d'économie qui sont considérables, vous l'avez vu, même si je n'ai pas eu le temps de le détailler, nécessitent une réflexion stratégique en mode projet interservice avec la direction, avec les achats, avec la restauration de l'établissement de santé pour vraiment décider où on va orienter les économies à réaliser sur la réduction du gaspillage alimentaire et des contenants, emballages et plastiques. Merci pour votre attention.